Bonjour tout le monde, merci beaucoup de vous être déplacés en ce dimanche fin d'après-midi Comic-Con. J'apprécie beaucoup votre présence. Je m'attendais à juste voir 5-6 visages que je connais, des amis de la famille, mais finalement, c'est une salle à 60% comble, on va dire. Merci beaucoup de vous être déplacés. Donc, aujourd'hui, je vous présente mon panel « À l'amour comme à la guerre » qui porte sur la romance dans les jeux vidéo. Alors, tout d'abord, une brève présentation, je ne serai pas très longue. Donc, je m'appelle Raphaël, je suis programmeuse de jeux vidéo. Je suis aussi étudiante en game design à Dawson. Et je suis amoureuse, ce qui fait que je suis hautement qualifiée pour présenter ce panel. Donc, c'est quoi le but de ce panel-là? Je ne sais pas s'il y en a à qui ça évoquait quelque chose en particulier, le titre ou la description pour ceux qui l'ont lu. Alors, mon but, c'est de présenter un peu, tout d'abord, comment aujourd'hui est intégré l'amour est intégré dans les jeux vidéo, autant d'un point de vue mécanique que narratif. Donc, on va aborder ça sous 3 angles principaux que vous verrez tout au long de la présentation. C'est aussi d'élargir ses horizons, de voir comment le simple fait qu'on ajoute de l'amour dans un jeu, ça ouvre énormément de possibilités, que ce soit en termes de buts qu'on peut poursuivre, en termes de gameplay différents qu'on peut avoir. Donc, juste saupoudrer un peu d'amour dans notre jeu, ça peut complètement changer la donne. L'amour, c'est pas le truc le plus présent dans les jeux vidéo, sauf que si on en avait plus, je pense qu'on pourrait vraiment élargir le spectre des expériences possibles. Je parle vraiment juste d'amour romantique dans ma présentation. Bon, je suis désolé si tu voulais qu'on parle d'amour fraternel ou quoi que ce soit, ce ne sera pas le but, mais ça peut être intéressant, oui. Par contre, c'est pas nécessairement juste entre 2 personnes, ça peut être entre 2, ça peut être... Oui, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai. Sinon, c'est aussi de voir qu'il n'y a pas juste... Souvent, quand je parle d'amour dans les jeux vidéo, quand je parlais de ma présentation à mes amis, tout le monde me disait « Ok, donc tu vas parler de dating sim ». Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des dating sims, c'est des dating simulators, des simulateurs de drague. Donc, c'est des espèces de jeux un peu très narratifs, un petit peu à la manière des livres dont vous êtes le héros, où on va juste essayer de conquérir des amoureux, des conquêtes sexuelles. Donc, c'est souvent le premier truc qui vient à la tête des personnes quand on parle d'amour dans les jeux vidéo, mais il y a toutes sortes de jeux. Oui? Mass Effect, puis Dragon Age. Voilà. C'est la première chose qui me vient à l'esprit, pas les Sims. Non. Ça existait. Ah bon? Ben, tu vois, mais c'est ça, c'est un autre bon exemple. Effectivement, souvent, l'amour va être un seul élément dans un jeu plus grand, comme Mass Effect ou Dragon Age. Des fois aussi, ça va juste parler d'amour et ça va être autre chose. Mais, très bon point. Et finalement, c'est de voir que l'amour, c'est cool. Je ne sais pas si vous le pensez déjà. Si oui, ben, sinon, je vais vous en convaincre. Et c'est quelque chose de populaire, donc ça peut être encore une fois une option très alléchante à intégrer dans votre jeu si jamais vous voulez essayer de rejoindre un plus grand marché de joueurs. Alors, pour ceux qui ne sont pas convaincus par le fait que c'est populaire, j'ai des preuves très, très scientifiques. Donc, à chaque année, je ne sais pas si vous le saviez, mais à chaque année, au Poisson d'avril, les développeurs de jeux vidéo font des espèces de fausses annonces de jeux un peu loufoques. Ils vont t'annoncer, mettons, Minecraft HD, des trucs qui ont juste aucun bon sens. Puis évidemment, les joueurs savent que c'est juste des blagues, puis on embarque dans le jeu, puis on aime ça. Mais cette année, la grosse mode, c'était d'annoncer des faux dating sims de plein de jeux. Un faux dating sim de Let It Die, un faux dating sim de Mega Man 2, un faux dating sim de Ultimate Chicken Force. Oui? C'est pas les dating games au lieu de dating sim? Moi, j'ai toujours entendu le terme dating sim. Parce que sim, c'est un jeu qui existe vraiment. Ben, sim, c'est pour simulation ou simulator, c'est une abréviation. Mais justement, le jeu des Sims, le nom vient de ça. C'est un simulateur de vie. Parce que moi, j'ai toujours entendu dating game dans ce genre. OK. Ben, pour le reste de la présentation, je vais continuer à employer le terme dating sim, il n'y a pas de trouble. Mais c'est ça, tu peux faire la conversion. La conversion, c'est effectivement la même chose, les dating games. Donc, c'est ça. Donc, comme je disais, ils avaient fait des faux dating sims de tous les jeux, et les gens, au lieu de réagir et de se dire « Mon Dieu, c'est bien trop drôle, c'est trop loufoque »,
on était comme vraiment envieux. On voulait que ça existe pour de vrai. C'est comme, donne-moi l'option de dater Woodman de Mega Man 2. C'est tellement hot. Donc, ça a un petit peu pris les développeurs de court, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite. Sinon, on a ce magnifique tweet qui vient d'une game designer que je ne connais pas. J'ai trouvé au hasard sur Twitter, parce que je surfe beaucoup sur Twitter. Et elle disait, je vais vous le traduire en temps réel, donc, écoutez, il y a deux choses en tant que game designer qu'il faut que vous sachiez, et c'est que les gens aiment vivre de la romance et vivre de l'amitié. Donc, si votre joueur ne peut pas l'embrasser, il est bien mieux de pouvoir le flatter. Voilà, fin de ma classe. Je ne sais même pas pourquoi je continue à étudier le game design à l'école alors que c'est tout ce qu'il y a à savoir pour faire un bon jeu. Donc là, on va embarquer dans le vif du sujet. Donc, comme je disais, on va aborder trois angles ou trois problématiques, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, de façon que l'amour est intégré dans les jeux vidéo. Alors, tout d'abord, à la base, l'amour, est-ce que c'est intégré... Allô? Excusez-moi, je viens de voir mon ami. Donc, l'amour, est-ce que c'est intégré d'une manière superficielle ou d'une manière essentielle au reste du jeu? Ce que je veux dire par là, c'est, vous allez mieux le comprendre avec mes exemples, mais est-ce que l'amour, c'était vraiment une composante parmi tant d'autres, puis on aurait pu la retirer, puis le jeu aurait pu être à propos d'autres choses, puis continuer à avoir du sens? Ou est-ce que le jeu et les mécaniques ne font qu'un dans un élégant mariage, et voilà. Donc, je vais d'abord un exemple d'un jeu où l'amour est vraiment une composante superficielle. Alors ça, c'est l'introduction du jeu Lovers in a Dangerous Space-Time. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un excellent jeu coopératif. Donc, je vais vous lire cette magnifique introduction qui vient de la finesse de l'écriture du jeu vidéo. Alors, il y a très longtemps, dans un futur très lointain, des scientifiques superdoués construisirent une machine capable de récolter la puissance la plus dingue de l'univers, l'amour. Ils étaient tous protégés par la Ligue orbitale des valeureux experts romantiques du sauvetage, les Lovers, chargés de défendre le réacteur. Une erreur dans la matrice bisou permit à l'anti-amour, une force obscure, de s'infiltrer dans notre réalité. Tin, tin, tin. Donc, Lovers in a Dangerous Space-Time, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un jeu qui entre dans le sujet. Ok, il y a la matrice bisou, on va récolter l'amour dans l'univers. Donc, on s'attend à ce que le jeu soit centré beaucoup autour de ça. Et pourtant, quand on regarde un screen du jeu, c'est un jeu de pilotage de vaisseau. Donc, c'est un jeu coopératif, comme je disais, ça se joue de 2 à 4, ça se joue seul, mais c'est bizarre. Puis, on va naviguer d'une station à l'autre. Il y a des stations d'attaque, une station de bouclier, une station de pilotage. Et ça va vraiment, le but, ça va être de se coordonner, de communiquer, d'affronter les ennemis qui s'en prennent à nous, d'explorer l'univers. Et à travers ça, I guess, de rétablir l'amour dans l'univers. Alors ici, comme on peut voir, il y a vraiment une grosse dissociation entre le thème du jeu et les mécaniques du jeu. Donc ça aurait pu être à propos de, honnêtement, n'importe quoi d'autre, puis Lovers in a Dangerous Space-Time aurait fonctionné. C'est vraiment juste une cinématique au début qui nous dit c'est quoi le thème du jeu. C'est pas nécessairement grave. Pour moi, ça a autant fait partie de mon expérience de jeu. J'y joue avec mes amis un vendredi soir à comme 10 heures, puis on tripe bien trop à se promener dans l'univers et se dire « Ah ouais, on va rétablir l'amour dans l'univers », puis c'est pas grave si on n'a pas un rappel de ça, ça enrichit quand même l'expérience, mais ça aurait pu être autre chose. Et on a complètement à l'opposé un autre jeu où là vraiment l'amour était vraiment une composante essentielle du jeu. Ça s'appelle Roguemans, donc c'est un roguelike, donc un jeu où on va, à chaque fois qu'on va jouer, la partie va être différente. Si on meurt et on recommence du début et les niveaux vont être différents. Donc c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup. Et dans ce jeu-là, les combats, on va les mener avec nos alliés qui sont notre ou nos amoureux. Donc voilà, quand je disais qu'il n'y aura pas juste des relations entre deux personnes, dans ce jeu-là, c'est possible d'avoir plusieurs partenaires. Donc dans la première case, on peut voir, on est dans un bar, on cherche des partenaires. Il y a des partenaires qui ont différents types d'actions, comme celui-là, il y a beaucoup de baisers. Les baisers, c'est des genres de sorts de soins dans ce jeu-là. Et il dit « I'm a good kisser ». Donc, moi, tout de suite, je suis conquise. Ensuite, on est dans un combat qui, dans ce jeu-là, est élégamment nommé des dates. Donc, on a la date with UB number 1.
Honnêtement, j'ai juste remarqué à la fin de ma partie que ça s'appelait des dates, donc c'est juste cute, mais ça n'a pas vraiment d'impact dans le jeu. Et quand on termine le jeu, félicitations, on choisit un nouveau partenaire, on se marie avec et on a un enfant. Et dans la nouvelle partie, c'est l'enfant qu'on contrôle. C'est beaucoup trop mignon. Donc, dans Roguemans, à première vue, ça peut encore une fois avoir l'air d'un jeu qui est superficiel dans son implémentation de l'amour. Les combats sont complètement génériques. Il y a des... oui, les combats s'appellent des dates, mais c'est juste un petit mot qui est affiché en haut. Ça aurait pu ne pas s'appeler de même, puis ça n'aurait absolument rien changé au jeu. On s'envoie des bisous pour soigner. Ok, c'est cute, ça a rapport avec le thème, mais ça aurait pu être des sorts de soins, puis ça aurait fait le même effet. Alors, qu'est-ce qui fait dans ce jeu-là qu'au final, je trouve quand même que l'amour et le jeu ne font qu'un? C'est premièrement, il y a une mécanique dans ce jeu-là qui est la complicité amoureuse. Donc, quand on s'entend parfaitement bien avec un de nos partenaires, on peut synchroniser nos roulettes d'action ensemble, puis ça peut être avantageux ou pas selon les circonstances. Mais il y a ça qui est intégré, sinon on peut choisir ses partenaires. Donc, un peu comme dans la vraie vie, on essaye de trouver... Dans ce jeu-là, on essaye de trouver un partenaire qui va être compatible avec le style de combat qu'on veut adopter. Comme dans la vraie vie, on va essayer de trouver quelqu'un qui a un style de vie, disons, compatible avec le nôtre, ou une personnalité compatible avec la nôtre. Ensuite, comme on peut voir dans le premier screen, il y a des branchements dans ce jeu-là, donc souvent on va avoir plusieurs événements différents auxquels on peut aller. On peut aller dans un endroit pour se soigner, on peut aller dans un combat plus ou moins difficile, on peut aller voir un chat qui peut nous donner une nouvelle habileté. Donc en soi, c'était déjà des choix significatifs puis déjà intéressants, sauf que là, il faut qu'on décide, est-ce qu'on suit notre amoureux qui va choisir un de ces chemins-là ou pas? Ouais. Parce que peut-être que le choix que notre amoureux fait n'est pas celui qu'on pense qui est le meilleur dans la situation. Mais c'est une décision à prendre qui tient compte de la complicité des personnages, parce que si on décide de prendre la même décision que notre amoureux, la jauge d'amour augmente. Si la jauge d'amour augmente, éventuellement, sa vitalité augmente. Puis si sa vitalité augmente, ben, le reste du jeu est plus facile. Et inversement, si on décide de ne pas prendre la même décision que notre partenaire, sa jauge d'amour diminue. Si sa jauge d'amour est trop basse, il ne nous aime plus. Et là, c'est la rupture et c'est triste. On vient de perdre notre amoureux et notre allié. Et quand les combats terminent aussi, on doit décider si on épargne ou si on tue les ennemis. Si on les épargne, c'est super, notre propre vitalité augmente. Si on les tue, ben c'est super, on fait de l'argent. Puis l'argent, c'est utile pour toutes sortes de choses dans ce jeu-là, comme dans la vraie vie. Mais là, aussi en fin de combat, encore une fois, notre partenaire va décider est-ce que je fais ça, puis on doit décider si on fait la même chose que lui ou pas. Et il y a les mêmes avantages et désavantages que faire les mêmes choix que lui dans les branchements. Donc tout ça, ça amène toute une composante de compromis, OK, est-ce que je fais tout le temps les mêmes choix que mon partenaire? Est-ce que des fois je fais ce que je préfère, même si à long terme, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour notre relation? Il y a aussi un peu une question de gestion du temps. Si on a plusieurs partenaires, ben là, ça devient compliqué à gérer, un peu comme dans la vraie vie. C'est OK, est-ce que je mets plus de temps sur ce partenaire-là? Est-ce que j'essaie de mettre du temps un peu partout, mais il n'y a aucune de mes relations que je trouve assez forte? Donc voilà, donc ici, on peut voir que vraiment la thématique et le gameplay s'entrelacent et c'est magnifique. Ça n'en fait qu'un jeu plus puissant, je trouve. Comme j'ai dit tantôt, je trouve que ça fait des choix plus significatifs. Il était déjà à la base, mais là, ça fait vraiment qu'il y a une composante de plus à prendre en compte. OK. Donc, deuxième angle sur lequel on va regarder l'implémentation de l'amour dans les jeux vidéo, c'est les orientations sexuelles. Alors, je vais définir ces termes-là, inquiétez-vous pas. Donc, est-ce que c'est des personnages player sexual, donc joueurs sexuels, ou des personnages qui ont des orientations sexuelles définies? Ce qu'on entend par player sexual, c'est des personnages qui vont être attirés par notre joueur, peu importe c'est quoi son propre genre, le genre de notre joueur. Ils n'ont pas vraiment... On n'établit pas, ah, c'est un personnage qui est bisexuel, c'est un personnage qui est... Non, c'est juste un personnage que... Whatever, il va fitter avec notre joueur, peu importe qu'est-ce qu'il y en est. Donc les deux ont leurs avantages, leurs désavantages. Alors on va regarder un peu ça. Donc le fait d'avoir des personnages joueurs sexuels, c'est le fun, ça amène plus de liberté au joueur. Il peut décider à tout moment d'être de l'orientation qu'il veut.
Donc, ça va être intéressant pour ça. C'est de la diversité facile aussi. Si vous voulez pas vous casser la tête à vous dire est-ce que je mets des personnages LGBT dans mon jeu, j'en mets combien, je mets qui. Faites que n'importe qui peut être attiré par votre joueur, puis la question est close. Aussi au niveau du code, alors comme je disais plus tôt, je suis programmeuse, et au niveau du code, c'est le comportement par défaut. Par défaut, si je mets de l'amour dans les jeux vidéo, les personnages vont même pas savoir qu'ils ont un genre. Alors ils vont pas avoir non plus, ils vont pas savoir qu'ils ont une préférence, ils vont pas savoir que l'autre personnage ne correspond pas à leur préférence. De base, si j'implémente pas tout ça dans le jeu, ben ça sera pas là. Donc c'est le comportement par défaut. Ce qui peut, des fois, jouer des tours aux développeurs. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le jeu Todomachi Life sur 3DS. Oui, non, oui, quelqu'un ici, parfait. Ok, donc Todomachi Life, c'est un jeu qui ressemble un petit peu aux Sims. C'est une simulation de vie, on se promène, on se fait des amis. Puis bon, et dans ce jeu-là, il y avait un bug. Alors, attention, il y avait des relations homosexuelles possibles, ce qui n'était pas ce que Nintendo avait prévu. Et là, je niaise en disant qu'il y avait un bug, mais ça créait sérieusement un bug dans le jeu. Le problème, c'est que si on avait deux personnages masculins qui étaient en couple, éventuellement, il y en avait un des deux qui tombait enceinte, et une fois qu'elle couchait, il y avait, je pense, une corruption de sauvegarde ou un truc vraiment weird, mais en tout cas, ça créait des problèmes dans le jeu. Donc, il y avait réellement un bug que Nintendo devait corriger. Alors, Nintendo avait toutes sortes d'options qui se présentaient à eux. Ils auraient pu décider de juste faire que les personnages masculins ne peuvent pas tomber enceintes, comme ça, il n'y aura pas le bug au moment de l'accouchement, parce qu'il n'y aura pas d'accouchement. Et à ce moment-là, ça aurait été super, il aurait été inclusif pour les personnes homosexuelles. Ils auraient pu décider aussi de faire que les hommes peuvent tomber enceintes, parce que ça existe des hommes trans, et les hommes trans peuvent tomber enceintes, donc c'est une réalité qui existe. Donc, ils auraient pu décider d'être non seulement inclusif envers les personnes homosexuelles, les personnes trans, mais non, ils ont décidé de juste faire que c'était plus possible d'avoir de personnages homosexuels. Parce qu'ils ne voulaient pas faire de statement politique. En tout cas. Quant à moi, ils en font quand même un en faisant ça, mais bon, c'est Nintendo. Là, attention, il faut faire attention, des personnages player sexual, c'est pas une représentation valide de la bisexualité, parce que c'est jamais dit explicitement dans le jeu que qui que ce soit est bisexuel, parce que outre notre personnage, il n'y aura souvent, c'est le cas dans Skyrim, il n'y aura que des relations hétérosexuelles dans le jeu, parce que c'est ça, c'est jamais abordé, c'est vraiment juste, ok, on le laisse au joueur, mais on se pose pas de questions, puis il se fait sa propre idée. Donc c'est pas vraiment une représentation très valide et très affirmée des personnages bisexuels. Donc voilà. Mais les orientations sexuelles définies maintenant. Alors, c'est réaliste parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais dans la vraie vie, la plupart du monde ont une orientation sexuelle définie. Il y en a aussi que ça change, puis c'est correct. Il y en a qui ne s'étiquettent pas et c'est correct, mais la plupart du monde ont une orientation sexuelle définie. Donc c'est réaliste et moi je trouve que ça donne vraiment du sérieux à la démarche des développeurs quand ils font ça. Par exemple, si j'ai un jeu où mon personnage a une nationalité définie, une religion définie, des intérêts, une famille, toutes plein de caractéristiques définies, puis que l'orientation sexuelle, ça, on laisse ça en plan. Ça fait un peu bizarre, ça me donne l'impression que le développeur n'a pas réfléchi, n'a pas designé son personnage jusqu'au bout. Surtout dans un jeu où il y a de la romance, là, ça fait vraiment, vraiment bizarre, quant à moi. Ça permet de faire vivre d'autres émotions aux joueurs. N'importe qui a joué à un jeu de BioWare ici et qui a essayé de... Oui. Il y en a qui comprennent où est-ce que ça s'en va. Donc, essayer de dater quelqu'un qui n'a pas une orientation sexuelle compatible avec la nôtre, ça fait qu'on a droit à une belle scène où on se fait rejeter. C'est toujours fait dans le respect, c'est toujours fait de manière très, très, très polie, donc il n'y a personne qui se fait envoyer promener ou quoi que ce soit. Mais donc, c'est le fun. Je disais tantôt que je croyais au pouvoir des jeux vidéo d'explorer en toute sécurité. Je pense que ça s'applique aussi aux expériences négatives. Je pense que c'est le fun de pouvoir, ça va avoir l'air bizarre à dire, mais je pense que c'est le fun de pouvoir explorer des trucs comme le rejet et comme les ruptures et tout ça, sans avoir les émotions négatives qui viennent avec, sans avoir je me suis fait laisser par mon chum. Donc je trouve ça le fun de pouvoir vivre des expériences comme ça. Ça amène aussi un défi de chercher des personnages compatibles.
Par exemple, dans le super jeu Kitty Power Matchmaker, où on joue une agente dans une agence de rencontre, on feuillette notre calepin, puis on doit trouver des personnages qui ont un genre et une orientation sexuelle compatible avec notre personnage. Comme on voit ici, j'ai une cliente qui est une femme qui recherche des femmes, donc dans mon calepin, en rose, j'ai juste les femmes qui, elles aussi, recherchent des femmes. Il y a 2 risques principaux que je vois à apporter une approche comme ça. Le premier risque, c'est que ça suscite souvent des réactions vives. Si vous regardez des vidéos, là, je sais que YouTube, c'est comme une place vraiment trash pour regarder des commentaires, mais quand même, si vous regardez des commentaires sur YouTube ou sur n'importe où, de personnes qui jouent à Mass Effect puis qui essayent de dater Samantha, par exemple, ou un autre personnage homosexuel, quand ils se font rejeter, esprits qui vivent vraiment la hargne de leur vie. Personnellement, je ne m'avancerai pas trop là-dessus, mais je pense qu'il y a quelque chose d'un peu malsain à comme vraiment pas être capable de prendre la culture comme ça dans un jeu vidéo, comment ta vie dans la vraie vie après. Mais au-delà de ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer quand on est développeur. Si on connaît sa communauté, puis si on sait c'est quoi notre public cible, c'est quoi le type de personne à qui on veut marketer notre jeu, ça peut être quelque chose à considérer. Est-ce que je veux faire face à de telles critiques? Deuxième risque, c'est qu'il n'y ait pas de diversité. Si je donne le pouvoir à une personne dans mon équipe de décider c'est quoi l'orientation sexuelle des différents joueurs, qu'est-ce qui me promet que cette personne-là va mettre suffisamment de personnages LGBT? Qu'est-ce qui me promet qu'elle va en mettre point? On regarde la série Harvest Moon et tout le village est hétérosexuel. Donc c'est ça. Donc, le fait qu'on définisse vraiment les orientations sexuelles et qu'on ne fasse pas que les personnages peuvent être attirés par qui, n'importe quand, ça a ce risque-là que ça soit très limité. OK. Donc, dernier rang sur lequel on va explorer l'amour dans les jeux vidéo, c'est le grand amour ou all you can date. Donc, est-ce que c'est juste des relations exclusives qu'on permet ou est-ce que c'est des relations ouvertes, des relations polyamoureuses? Donc voilà, donc c'est quoi les avantages aux deux? Donc les jeux où on a vraiment seulement le grand amour, ça permet une narration plus focus. Donc si le sujet de votre jeu n'est pas l'amour, par exemple si c'est un jeu d'action comme Uncharted, il y a déjà peu d'actions, de scènes romantiques dans ce jeu-là comparativement à le reste du jeu, qui est un jeu d'action un peu dans le genre d'Indiana Jones, Tomb Raider, dépendamment c'est quoi vos référents. Donc, le fait qu'il y a déjà peu de temps consacré à l'amour, s'il fallait en plus qu'il y ait plusieurs partenaires amoureux, puis qu'on doit définir la dynamique amoureuse des différents personnages dans le jeu, ça deviendrait trop compliqué, ça déraillerait trop du jeu central. Donc, c'est idéal dans ces moments-là d'avoir une relation monogame. Ça permet de limiter les bonus. Très souvent, l'amour dans les jeux vidéo, ça va donner des petits bonus in-game aux joueurs. Dans Skyrim, votre mari ou votre femme vous prépare un repas par jour, il vous ramène un peu d'argent. Si on avait 10 maris et femmes dans le village, ben, il nous rapporterait tout quelque chose. Donc ça permet de limiter les bonus, les relations monogames. C'est beaucoup plus facile à concevoir au niveau du design. On n'a pas à définir, OK, est-ce que les personnages vont être jaloux? Est-ce qu'on a un nombre limite de relations qu'on peut mettre? Est-ce qu'on a ça? C'est vraiment pas difficile à concevoir. C'est comme, OK, toujours un partenaire, that's it, that's all, c'est tout, on se pose plus la question. La voie de la facilité, c'est pas toujours le fun à recommander, mais des fois, dépendamment c'est quoi le jeu qu'on veut faire, c'est ce qu'il faut. Et ça s'applique particulièrement justement dans les dating sims ou dans n'importe quel jeu d'histoire à branchement. Par exemple, si on prend le fabuleux jeu Dream Daddy, A Dad Dating Simulator, on peut avoir 6 à 8, je ne sais plus le nombre, je suis désolé, je suis vraiment une fake Dream Daddy gamer. Donc, si on joue à Dream Daddy, on peut avoir de 6 à 8 intérêts amoureux dans ce jeu-là. Et vu que c'est un jeu très narratif, un peu à la héros dont vous êtes le héros, il faut il y a une route différente, il y a un texte différent selon c'est quoi le personnage qu'on va décider de romancer. Si en plus il fallait qu'il y ait une route pour chaque combinaison de personnages, ça deviendrait exponentiellement long et compliqué à faire. Donc si vous voulez faire un visual novel et que vous voulez que ce soit polyamoureux, c'est cool, mais bonne chance. Et le all you can eat, le polylimite. Encore une fois, il y a les mêmes avantages, je vais passer vite par-dessus ça, mais ça a les mêmes avantages que le fait d'avoir des personnages player sexual, ça permet une plus grande liberté,
Ça permet de s'identifier au personnage, ça permet d'explorer en toute sécurité. Il y a un risque avec ça, c'est que les relations, à un moment donné, à force qu'on en est plein, et je ne dis pas que c'est le cas avec les relations polyamoureuses dans la vraie vie, mais dans les jeux vidéo, ça peut faire qu'éventuellement, les relations deviennent non significatives. Je prends l'exemple de Stardew Valley, où vous pouvez dater tout le village, tous les personnages dateables du village si vous voulez. C'est vraiment cool. D'ailleurs, ils ont fait une update, comme je dévie complètement de ce que je veux dire, ils ont fait une update il n'y a pas longtemps qui fait que maintenant, donc, qu'est-ce que je fais? Une des solutions, c'est comme on a vu dans le jeu que j'ai abordé plus tôt, Rogueman, c'est de décider, vous pouvez dater, en fait je pense que dans Rogueman c'est une limite de 3 personnages, mais on va dire que c'est pas vrai. Vous pouvez dater autant de personnes que vous voulez, c'est juste, vous avez une jauge d'amour avec chacun de ces personnages-là, et si vous la gérez pas bien, éventuellement il y a rupture. Donc ça peut être une façon plus organique, plus naturelle d'implémenter ça. Une idée, ce serait de mixer des personnages avec qui c'est possible d'avoir des relations monogames et des personnages avec qui c'est possible d'avoir une relation polyamoureuse. Comme j'expliquais tantôt avec les orientations définies, c'est cool, il y a des jeux où il n'y a pas d'orientation définie, tout le monde aime tout le monde. Il y a des jeux où les personnages ont toutes des orientations très définies. Avec le polyamour et la monogamie, c'est pas le cas. C'est soit c'est monogamie totale, soit c'est polyamour total. Il n'y a pas de jeu où il y a certains personnages monogames, certains personnages polyamoureux, et c'est plate. Oui? Dragon Age? Alors il y a Dragon Age, pardon. Puis il n'y en a aucun, sauf aussi les Sims 4. Bon. Tout le monde va aller dire ça tantôt. Je dois avouer que j'ai pas joué à Dragon Age, donc ça manquait à ma culture jusqu'ici. Donc voilà. Sinon, dans les Sims 4 aussi, c'est possible de faire ça. Fait que je dis que c'est pas possible, mais il y a les Sims 4 qui le fait. Mais c'est intéressant, les Sims 1 à 3 ne permettaient pas de relation polyamoureuse du tout, et c'est une nouveauté avec les Sims 4. Donc voilà. Il ne faut pas le confondre avec l'infidélité. Pas qu'il y ait de mal non plus à intégrer de l'infidélité dans les jeux. Comme j'ai dit, les jeux c'est cool, c'est un bon bac à sable pour explorer toutes sortes de choses. C'est juste vraiment pas la même chose. Si je date plein de monde dans Stardew Valley, je compromets jamais aucune de mes relations. Si je date plein de monde, par exemple, dans dans les Sims 3, oui, par exemple, un exemple facile, voilà, tu te fais rentrer dedans. Là. Moi, je me souviens, dans les Sims 2, j'avais comme 50 gifs en même temps. Oh boy! Les montagnes russes d'émotions. Ok, alors on en vient. Je disais qu'on abordait l'amour sous 3 différents angles, mais là on a comme la partie bonus du panel où on explore des voies originales à emprunter pour le futur. C'est comme ma partie préférée de ce panel. J'espère que vous ne serez pas déçus. Alors d'abord, une idée intéressante qui n'est pas explorée dans beaucoup de jeux, mais que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, c'est la séduction à plusieurs joueurs. Donc soit on se séduit entre nous, puis c'est vraiment bizarre, puis vraiment awkward, puis vraiment beaucoup de tensions sexuelles entre ses amis. Non, je sais pas. Mais c'est vraiment, c'est quelque chose qui existe, mais en tout cas. Puis sinon, ça peut être, non, on séduit des personnages virtuels, mais on est en compétition pour gagner le cœur de ces personnages-là. Comme c'est le cas dans l'excellent jeu Monster Prom, que je recommande. Des fois, on ne va pas poursuivre les mêmes intérêts amoureux, mais des fois, oui. Donc, c'est le fun. C'est comme un mélange d'amusant puis de gênant. Je pense particulièrement au jeu Monsters Seeking Monsters, qui vient de la compilation Jackbox Party Pack, qui est un jeu où, à chaque nuit, on a le droit d'envoyer 4 messages à des amoureux potentiels, et il faut à chaque nuit essayer de se matcher avec quelqu'un. C'est une espèce de Tinder Simulator, si on veut. Et encore plus gênant que ça, c'est que quand on essaye de demander à quelqu'un d'avoir une date avec, après ça affiche à tous les joueurs c'est quoi la conversation qu'on a eue ensemble. Ce qui fait des trucs comme ça, d'accord, je te pardonne, ok, make-up sex, oh oui, best sex. C'est comme, honnêtement, c'était un des plus propres que j'avais à montrer. Ouais, mais sinon, j'avais un ami, c'était drôle. Lui, justement, quand je parlais on peut explorer des choses avec ces jeux-là, j'avais un ami, lui, il avait décidé de se faire un gentleman parfait. Donc, à chaque fois qu'on essayait de virer la conversation un peu sexuelle, il trouvait toujours un moyen de ramener ça à quelque chose de romantique. Puis c'était vraiment fort, son jeu. Vraiment, il mérite quelque chose pour ça, je sais pas quoi, mais il le mérite. Donc voilà, c'est ça que j'avais à dire sur la séduction à plusieurs voies. Je trouve aussi, comme j'ai dit plus tôt, je suis vraiment, vraiment pour
qu'on explore le désagrément dans les jeux vidéo. Je vais tout de suite passer au 4e point parce que je veux trop en parler tout de suite. C'est toujours une idée que le monde trouve bizarre quand je dis j'aimerais ça vraiment vivre de la merde dans les jeux vidéo, j'aimerais vraiment ça vivre des émotions négatives. Le monde est comme, mais les jeux vidéo c'est fait pour s'amuser. Minute papillon. Le jeu vidéo, c'est un médium artistique comme n'importe quel médium artistique, c'est un médium narratif aussi maintenant. Et dans n'importe quel média, on se permet de vivre des expériences négatives. Le drame, ça existe à la télé, au cinéma, dans la littérature, au théâtre, name it. Pourquoi dans le jeu vidéo, on ne pourrait pas se le permettre? Si on prend vraiment ce médium-là au sérieux et si on admet qu'il est capable d'autant, sinon plus que n'importe quel autre média, ben pourquoi on ne se permettrait pas de vivre vraiment des émotions négatives là-dedans? Encore plus, vu qu'on est acteur dans les jeux vidéo, ça peut permettre d'essayer d'apprendre à composer avec ces émotions-là et ça peut être hautement thérapeutique. Donc voilà, maintenant je vais backtracker, revenir au point d'avant, mais je voulais vraiment en parler tout de suite. Donc désagrément, ce que j'entends par ça, ça peut être n'importe quoi, ça peut être rupture, rejet, ça peut être aller jusqu'aux relations toxiques, aux craintes qu'on a face au couple, comme dans le jeu Catherine, pour ceux qui connaissent. Encore une fois, c'est quelque chose qui va être très réaliste, parce que l'amour dans la vie, c'est pas toujours rose. Donc, ça peut être plus réaliste si on veut vraiment donner l'impression que nos personnages sont vraiment des humains et existent vraiment. Ben, c'est un peu bizarre de juste faire qu'ils se séduisent, ils couchent ensemble, ils se marient, ils vivent absolument rien d'autre. Donc, ça élargit le spectre des expériences. C'est aussi intéressant d'un point de vue narratif. C'est une punition appropriée dans certains jeux. Si j'ai un jeu où je dois tirer sur des adversaires et essayer d'éviter les tirs, ben mourir, c'est une punition appropriée dans ce genre de jeu-là. Bon, ben si j'ai un jeu où je dois séduire des personnes, ben me faire rejeter, puis peut-être même me faire rejeter amèrement, comme ça peut arriver dans la vraie vie, c'est une punition qui est appropriée niveau game design. Puis comme je disais tantôt, parce que j'ai vraiment exploré ce point-là, mais c'est une exploration sécuritaire, justement des émotions négatives. On n'aime pas nécessairement se mettre dans cette position-là dans la vraie vie, mais c'est toujours intéressant d'explorer des situations de vulnérabilité tout en ayant du contrôle à tout moment de quand est-ce qu'on arrête, de quand est-ce que... en tout cas, il y a un message un peu kinky derrière ça, mais c'est ça, pour ceux qui le comprennent. Mais c'est ça, je trouve ça intéressant de pouvoir explorer sa vulnérabilité tout en étant en sécurité. Sinon, la pré-séduction, parce que dans le jeu, on va beaucoup voir qu'est-ce qu'il y a avant. Justement, dans les jeux de Mass Effect, par exemple, on va beaucoup vivre l'avant des relations, ensuite on couche avec, puis ensuite il y a la fin du jeu pas longtemps après. C'est correct, c'est un choix, mais je veux dire, tout ce qu'il y a après le début d'une relation, c'est tout un spectre important de l'expérience humaine. Je trouve ça plate que ça ne soit pas exploré davantage dans les jeux. Donc moi j'aimerais ça voir des jeux où on doit résoudre des conflits avec notre partenaire, où on doit discuter, où on doit essayer de trouver des compromis, essayer de trouver où est-ce qu'on s'en va dans cette relation-là, qu'est-ce qu'on fait, comme c'est le cas dans le fabuleux jeu Don't Make Love, qui est un jeu où on joue un couple de montres religieuses. Pour ceux qui savent comment ça fonctionne, ouais, non, c'est une fois qu'on catch où est-ce que ça s'en va, ça fait peur. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les montres religieuses, quand elles s'accouplent, très souvent la femelle, pas tout le temps, ça c'est un mythe, mais très souvent la femelle va trancher la tête du mâle, ce qui est comme pas cool. Et donc c'est ça. Et là, il y a un couple de montres religieuses qui n'ont jamais couché ensemble et qui décident qu'ils sont peut-être rendus là, à leur point de la relation, mais qui ont aussi pas envie que le mâle meure. Parce qu'ils s'aiment. Donc là, le jeu, ça va être, et c'est pas comme dans les visual novels normales où on sélectionne une option, on tape vraiment c'est quoi qu'on veut écrire, puis pour le reste, c'est assez impressionnant tout ce que le jeu est capable de reconnaître en termes de mots. Et donc c'est ça, on va avoir une discussion libre avec notre partenaire de est-ce qu'on veut vraiment risquer ça, est-ce que notre amour repose pas sur autre chose, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, donc c'est super intéressant comme jeu vidéo, c'est pas une problématique réelle, mais je trouvais que c'était intéressant et que ça pouvait être utilisé pour justement des problèmes plus réalistes. On a aussi le jeu One Night Stand où on se réveille après un One Night Stand avec une fille qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne se souvient pas de son nom. Et c'est juste gênant. On est dans sa chambre, elle s'en va faire des affaires, on ne sait pas où dans l'appart, on est pogné seul dans sa chambre. Est-ce que je pars de là sans rien dire? Est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que je fouille un peu dans ses affaires? J'essaye de me rappeler c'est qui. C'est vraiment weird, mais c'est vraiment bien. Ça dure comme 5 minutes comme jeu. Et voilà, ça aussi, je pense que ça va être intéressant.
Vite, vite, les deux jeux qu'on voit là, celui à gauche, c'est Another Lost Phone, Laura Story, qui vient de la série Lost Phone, où c'est tout simplement des jeux où on va explorer l'historique d'un cellulaire de quelqu'un. Donc, c'est chat, c'est mail, c'est photos, comme tout. On essaye un peu de dévoiler c'était quoi qui a fait que ce personnage-là a perdu son cellulaire, c'est quoi un peu l'intrigue derrière. Et c'est super intéressant, ça explore souvent des problématiques intéressantes. Dans le premier jeu, on découvrait que le personnage de qui on avait le sel, c'était une fille trans et qui avait exploré son identité sexuelle au travers de divers forums et différents trucs, et qui avait dû fuir quand elle a fait son coming out à certaines personnes parce qu'elle n'était plus en sécurité. Dans ce jeu-là, on a une femme qui vient de se sortir d'une relation toxique et qui veut donc essayer de fuir sa vie pour des raisons évidentes. Mais au début, justement, on n'a pas l'aspect toxique de la relation, puis on peut se dire « Oh wow, ils ont bien fin ces gars-là », puis plus on avance, plus on voit un peu les red flags de comme quoi c'est une relation pas correcte. Et c'est ça, et c'est super intéressant. Finalement, le jeu qu'on voit à droite, c'est Bury Me My Love. C'est un jeu dans lequel on joue le mari dans un couple syrien, et la femme a décidé de s'enfuir en Europe pour tenter sa chance. Et c'est ça. Et tout ce qu'on fait, ça se développe en temps réel. C'est un jeu sur cellulaire. Notre femme va nous écrire de temps en temps pour nous envoyer des messages, nous parler de des problèmes qu'elle rencontre, puis nous demander un peu conseil. Et on fait juste sélectionner une option. Et c'est super intéressant. C'est une histoire d'amour, mais on est vraiment dans du tragique. On est vraiment dans une partie de supporter son amoureuse à travers l'épreuve. Oui. Est-ce que tu connais le jeu Emily's Away? C'est un jeu plus de drague que d'amour. Mais c'est vraiment le pré-amour. Oui. Je n'ai pas aimé Emily's Away. C'est stressant. Oui, c'est un jeu quand même difficile. Oui, c'est quand même difficile, mais il n'y a aucune bonne fin. Toutes les fins sont en noir, puis j'ai vraiment trouvé ça plate à cause de ça. Je suis désolé. Mais sinon, c'est quand même un jeu intéressant. Mais voilà. Mais je suis un petit peu freak. Quand je joue à un visual novel, je vois comme toutes les fins. Fait que j'ai été super déçu par le jeu. Mais merci pour ta recommandation. Et voilà. Quoi? Je sais. Mais payante. Il n'y aura pas mon argent, ce développeur-là. Mais je suis désolé, je suis vraiment. En tout cas. Bref, et voilà. Et là, j'ai exploré quelques voies, puis c'est des voies plus ou moins sérieuses, mais on peut aussi aller dans toutes sortes de concepts loufoques. Alors, on a des jeux où on peut dater des chats, des fantômes, des pigeons, des âmes, avec qui on va faire des raids dans les donjons. On peut vraiment explorer, puis c'est ça que j'aime. Ça, c'est tous des dating sims, par contre. C'est ça que j'aime beaucoup de ce genre-là, c'est que tout est possible. On peut faire n'importe quoi, on peut... Je veux dire, qui a jamais rêvé d'aller dans un festival japonais romantique avec un pigeon? Soyez honnête avec vous-même. Donc c'est ça, donc moi c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, puis j'en ai aucune honte, puis comme je disais, j'étudie en game design, puis comme je suis connue dans ma cohorte pour être la freak des dating sims, et j'en suis fière. Ok, alors justement à ce propos de concept loufoque, j'ai trouvé cette idée-là sur internet à laquelle je m'identifie beaucoup. Alors je vais la traduire en temps réel encore une fois. Donc, ok, c'est 2018, fait écoute-moi sur ce nouveau concept de jeu. Donc, t'as une ferme et tu fais pousser des légumes, mais tu peux aussi dater les légumes que tu fais pousser. J'achète. Mais pour de vrai, celui qui fait ça, en premier, il fait un bon coup, parce que Stardew Valley, c'était populaire, les dating sims, c'est populaire, il y a de quoi à faire pour de vrai. Et c'est ça, et... ok, on va avoir un peu de temps libre, ben c'est cool, on va pouvoir parler, I guess. On va pouvoir parler de c'est qui, je sais pas, nos types d'animaux préférés à dater, quelque chose. Voilà, et il y a tellement d'autres choses. On a vraiment juste effleuré la surface avec ce panel-là. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites au point de vue mécanique, au point de vue narratif dans les jeux. Je vous invite à rechercher plus là-dessus. Moi, ce que je me dis, c'est, si on a laissé, c'est vraiment une fin qui est tellement, je m'excuse, si on a laissé la chance tout ce temps à la violence dans les jeux vidéo et à explorer tout ce qu'on peut faire avec ça, que ce soit des shoot 'em up, des jeux de shooter, des jeux de stratégie, des jeux de combat. Si on a exploré tout ce qui pouvait se faire au niveau du thème et des mécaniques, c'est bon. Si on pouvait explorer tout ce qui s'est fait avec la violence et qu'on continue à le faire et encore, depuis 4 décennies maintenant à peu près, mais pourquoi on ne se donnerait pas la même chance avec l'amour? Merci.